Bonjour à toutes et à tous, je suis Fabienne Broucaret, rédactrice en chef de My Happy Job. Bienvenue dans My Happy Talk, c'est une nouvelle émission mensuelle dédiée au bien-être au travail. Chaque mois dans notre studio, je reçois un invité pour parler sens, équilibre et épanouissement professionnel. Dans ce premier épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Alexandre Dana, entrepreneur, créateur de Live Mentor. Il est aussi directeur de la maison d'édition 23h59 et il vient de coécrire un livre qui s'appelle La chaise tue, qui est dédié à la sédentarité et qui vient de paraître aux éditions Erol. Alexandre, bonjour et bienvenue. Bonjour. Merci beaucoup d'inaugurer cette nouvelle émission avec moi. Alors pour commencer, on va s'intéresser à toi et à ton parcours. Et je t'ai demandé d'apporter un objet qui symbolise pour toi le bien-être au travail. Alors qu'est-ce que tu nous as amené et puis surtout pourquoi ? J'ai amené tout simplement mon sac à dos. Je ne sais pas si on le voit à l'écran, mais ce sac à dos est très important pour moi parce que il y a 4 ans, j'ai pris conscience que j'étais devenu un sédentaire très endurci, qui pouvait passer 8 heures, 9 heures, 10 heures, 11 heures par jour devant un écran, assis, à travailler majoritairement, puis ensuite à manger ou à regarder un film pour me détendre. Ce genre de loisir sédentaire ne nous repose pas, mais nous fatigue plus qu'il ne nous repose. Et une des premières décisions de ma transition vers le mouvement a été de faire des réunions en marchant et d'essayer de mettre le plus possible dans mon quotidien des déplacements d'un point A à un point B. Et quand on se déplace d'un point A à un point B, il faut quelque chose pour porter ses affaires. Et pour moi, le sac à dos, il est juste indispensable. C'est vraiment ton allié du coup au quotidien. Oui. Comment tu définirais le bien-être au travail ? Quels sont les ingrédients clés pour toi ? C'est un sujet sur lequel on souffre, je pense, de beaucoup de croyances erronées. Les premiers mots-clés qui sortent quand on parle de bien-être au travail, c'est baby-foot, after-work, séminaire d'entreprise. Moi, ce qui m'a intéressé en faisant donc 2 ans d'enquête sur la sédentarité, c'est les dangers de la position assise, notamment pour les travailleurs de bureau. Et ce contexte-là, cet environnement-là, il n'est pas sain, il n'est pas synonyme de bien-être. Il a l'air moins dangereux, plus sécuritaire que le travail en usine où on imagine tout de suite le besoin d'avoir un casque, des protections auditives, des gants, etc. Mais être assis sur une chaise pendant 8 heures, 9 heures par jour sur un ordinateur, ce n'est pas du tout bon pour notre bien-être. C'est source de troubles musculo-squelettiques, de douleurs cervicales, de douleurs lombaires, de syndrome de canal carpien, de tendinite du pouce, ce qui est quelque chose de complètement inédit à notre époque. C'est synonyme d'accélération très forte des risques de maladies cardiovasculaires, de diabète de type 2, d'obésité. C'est aussi synonyme d'une plus forte anxiété, d'un plus fort stress, voire de dépression. Et donc, pour moi, le bien-être au travail, depuis 2 ans, c'est d'abord une question de mouvement. Comment est-ce que je mets du mouvement dans ce travail ? Comment je fais mon travail en bougeant, mon travail en marchant ? Et là-dessus, on part pour le moment de très loin. Toi, par rapport à ta carrière, tu as choisi très tôt d'entreprendre. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi ? Qu'est-ce qui t'a animé dans l'entrepreneuriat ? Je ne viens pas d'une famille d'entrepreneurs, ça c'est la première chose à dire. Mon père est psychiatre et psychanalyste, ma maman était artiste de cirque, était trapéziste aérienne pour Grus, Bouglione, Zavata. Donc j'ai grandi dans une famille où le mot entrepreneur il n'existait pas. Et je suis devenu créateur d'entreprise un peu par hasard. J'ai toujours, dès l'adolescence, été intéressé par l'enseignement, la transmission. Moi, j'aimais bien être élève. J'aimais aller à l'école. Alors, je n'étais pas forcément premier de la classe dans toutes les matières, loin de là. Mais on m'a donné, je crois, le goût des livres, le goût de la connaissance. Et j'ai commencé assez tôt à donner des cours particuliers. Et ma toute première entreprise était dans ce domaine-là. C'était une entreprise de cours particuliers de soutien scolaire. Et puis j'ai commencé en 2010, donc il y a très très longtemps, à donner des cours sur Internet. Et ça a donné lieu à un organisme de formation qui existe toujours aujourd'hui, que je co-préside toujours aujourd'hui, qui s'appelle Live Mentor. Et qu'est-ce que tu dirais qui t'épanouit le plus dans l'entrepreneuriat ? C'est la liberté, c'est la créativité d'innover ? C'est la curiosité, c'est de satisfaire ma curiosité. Ça, c'est quelque chose d'assez exceptionnel quand on est à son compte. Si on en prend la mesure, on peut toujours apprendre un nouveau métier. Alors, de base, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on va devoir découvrir plein de compétences différentes. Il va falloir savoir communiquer, savoir
gérer une équipe, savoir lever des fonds, savoir gérer des finances. Donc déjà, on n'a plus vraiment une fiche de poste trop stricte et cadrée. Et puis au-delà de ces différentes compétences, on va dire, de base, ensuite on peut faire évoluer l'activité de son entreprise. Et moi, c'est ça que j'adore, c'est pouvoir d'une année sur l'autre passer du monde de la formation au monde de la santé, au monde de l'édition. Et bon, bah, ça ne fonctionne pas toujours. Enfin, c'est ça qui est excitant aussi quand on apprend quelque chose de nouveau, c'est qu'on se plante et on a des échecs. Mais c'est une réalité dont je ne me lasse pas. Tu as fait un burn-out il y a quelques années, parce qu'on peut entreprendre et être passionné et s'épuiser. Comment ça s'est manifesté pour toi? Est-ce que tu peux nous raconter? En fait, je suis donc devenu actif professionnellement. Je suis rentré dans la vie active aux alentours de 20 ans. Et comme beaucoup de gens, je me suis sédentarisé. J'ai commencé à travailler avec mon ordinateur sur un bureau et moi qui étais tout le temps en train de courir à droite à gauche quand j'étais enfant, adolescent, là je passais 6 heures, 7 heures, 8 heures, 9 heures par jour sur un ordinateur. Et en 2016, je me suis effondré, j'ai eu un premier gros burn-out où je n'arrivais plus à me lever le matin, je n'arrivais plus à traiter mes emails, je n'arrivais plus à avancer sur mes projets. Puis un deuxième burn-out en 2018 et à cette époque, je n'avais pas bien fait le lien entre ma vie totalement sédentaire et ces épuisements. Et puis, grâce à certaines rencontres, grâce à certains conseils de spécialistes de santé, j'ai commencé à marcher un petit peu, à me rendre compte que ça me faisait beaucoup de bien et ensuite aller jusqu'à creuser le sujet pour écrire le livre « La chaise tue » et à vraiment donner une place très importante au mouvement dans ma vie. Mais aujourd'hui, je suis certain, on comprend toujours les événements a posteriori, mais je suis certain que ces périodes difficiles, elles étaient complètement liées à ce rythme de vie totalement sédentaire. Pour terminer cette première partie, qu'est-ce qui te rend heureux aujourd'hui dans ton travail? Toujours de découvrir de nouveaux sujets, de pouvoir créer des ponts entre ces sujets. Tu l'as mentionné, mais je suis entrepreneur depuis près de 20 ans. Et durant toute ma première vie en tant qu'entrepreneur, je n'avais pas du tout conscience de l'importance de la santé. J'étais déterminé à essayer de comprendre comment communiquer, comment créer une entreprise qui tourne, qui est rentable, qui n'a pas besoin d'investissement extérieur, etc. Et puis à un moment, tu découvres le monde de la santé et puis tu réalises que pour le million de personnes qui créent leur boîte chaque année en France, leur vitalité, leur santé est la ressource numéro 1. Parce que tout simplement, si ça disparaît, l'entreprise disparaît. 99,9% de toutes ces nouvelles créations d'entreprises, ce sont des entreprises unipersonnelles. Ce sont des travailleurs indépendants. Ce sont des freelances, des profs de yoga, des artisans, des créateurs de restaurants. C'est des gens qui sont seuls dans leur aventure. Donc, leur santé, c'est leur actif numéro 1, à la fois pour leur boîte et pour eux-mêmes surtout. Et c'est là où, une fois que tu as mis le doigt là-dessus, tu te dis, tiens, comment est-ce que, via mes activités, je peux créer des ponts entre ces univers? Et ça me rend vraiment très heureux. On va passer à la deuxième partie de notre interview et on va parler de ton livre, donc La chaise tue, qui est paru aux éditions Erol. Alors tu l'as évoqué, c'est vraiment ton burn-out qui t'a donné envie de t'intéresser à la marche puis de publier ce livre? Oui, alors il y a eu mon expérience personnelle. Puis j'ai également été très inspiré par mon activité d'intervenant pour le podcast Métamorphose, donc ce podcast santé créé par Anne Guéquière, qui m'a permis de rencontrer au micro des cardiologues, des psychologues, des neurologues, des spécialistes de santé de domaines très différents. Et à chaque fois lors de l'interview, mon interlocuteur ou mon interlocutrice mentionnait la sédentarité. C'était quasiment toujours au bout de 30 minutes, à la moitié de l'interview, la personne en face de moi me disait « Mais vous savez Alexandre, si les gens étaient plus actifs physiquement, on réglerait 80% des problèmes. » Et là je me suis dit « Mais c'est quand même fou, c'est quand même dingue que la personne spécialiste du diabète de type 2, le spécialiste des maladies cardiovasculaires, le spécialiste d'Alzheimer et plein d'autres me disent tous sédentarité, sédentarité. » Donc là, il y a eu une deuxième motivation à aller creuser le sujet, à aller enquêter, à aller comprendre mais qu'est-ce qui se passe? Quelles sont vraiment les conséquences de cette position assise, prolongée? D'où ça vient?
comment est-ce que notre environnement nous sédentarise et comment est-ce qu'on peut réagir. Et après, la troisième raison qui a mené à l'écriture de ce livre, c'est ma rencontre avec Victor Fersing, qui est donc journaliste, lui spécialisé sur la place des écrans dans notre société. La chaise tue à cause des écrans. L'un est indissociable de l'autre. Ce sont les écrans qui nous fixent sur la position assise. Ils sont omniprésents aujourd'hui. Il y a l'économie de l'attention, il y a l'arrivée de l'intelligence artificielle, il y a tout un tas de facteurs qui nous amènent vers une société du confort et vers un scénario Wall-E, où à la fin de Wall-E, les humains sont attachés quasiment à leur chaise, des chaises magnifiques qui leur permettent de tout réaliser, mais eux sont devenus obèses, ils ont complètement perdu confiance en eux, en estime d'eux. Donc voilà, le regard de Victor, qui est aussi membre d'une association qui s'appelle Lève les yeux, qui fait de la prévention dans les collèges et les lycées, et qui sensibilise les enfants sur l'addiction aux écrans, son regard à lui était très précieux et très complémentaire. C'est pour ça que je suis ravi qu'on ait écrit ce livre ensemble. Il y a un point très intéressant dans le livre, c'est qu'il y a un impact sur notre santé physique, et ça, le lien nous paraît assez évident, mais il y a aussi un gros impact sur notre santé mentale. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer quels sont les effets concrètement de la sédentarité sur notre santé mentale? Oui, c'est vrai que la recherche sur la santé mentale, la psychiatrie, les premiers courants de psychologie ont beaucoup mis l'accent sur les traumas familiaux, l'enfance, et n'ont peut-être pas forcément pris la pleine mesure de la physiologie et des liens entre corps et esprit. Aujourd'hui, toutes les recherches montrent que quand je suis actif physiquement, je vais sécréter des endorphines, qui sont les hormones du bonheur. Je vais activer la libération de neurotransmetteurs qui sont la dopamine et la sérotonine. Et donc je vais avoir naturellement un état de bien-être qui est beaucoup plus renforcé quand je suis en mouvement. À l'inverse, quand je suis sédentaire, je n'ai pas tous ces avantages-là. Et il y a des comportements associés à la sédentarité. Une majorité des personnes qui sont sédentaires vont avoir une alimentation qui est plus riche en produits ultra transformés. Ces produits ultra transformés, on le sait aujourd'hui, ont un impact clair sur notre santé mentale. La sédentarité va aussi être associée à un moins bon sommeil. Parce que quand je suis actif physiquement, je fais travailler mon corps, je prépare aussi mon sommeil, un sommeil de meilleure qualité. Si je suis assis toute la journée, je vais avoir beaucoup plus de risques que mon sommeil parte en l'air. Et un sommeil en l'air, c'est aussi une santé mentale qui est dégradée. Et enfin, la sédentarité, elle est aussi associée à beaucoup plus de temps sur les écrans, on en parlait, mais les écrans, ils sont anxiogènes, surtout les réseaux sociaux. Et donc c'est là où tout ça est intimement lié, et on le voit malheureusement chez les enfants et les adolescents. On n'a jamais eu autant d'enfants et d'adolescents qui sont anxieux, qui sont stressés, qui se déclarent en dépression, et ils sont les principales victimes de cette sédentarité. Et un remède à la dépression, en tout cas un premier pas qui peut aider, c'est la marche. Vous en parlez dans le livre. Oui, et il y a des pays qui sont incroyables là-dessus. Alors l'exemple que j'ai trouvé le plus fou lors de l'enquête, c'est ce Japon, quoi. Ce pays qu'est le Japon, où il y a 300 chemins de randonnée dans des forêts qui sont classifiés de chemins thérapeutiques. Et donc, si je suis en dépression au Japon, je peux me faire prescrire par ma mutuelle, rembourser par ma mutuelle, un séjour sur un de ces chemins où je vais être accompagné, je vais marcher avec un spécialiste, avec un guide qui a passé une certification pour m'accompagner à la fois avec ses pieds et avec ses mots pendant plusieurs jours. Ça va dans le sens des thérapies en marchant qui se développent beaucoup en Suisse, dans les pays scandinaves, un petit peu aux États-Unis, mais qui restent encore très inconnu en France. Est-ce que marcher, c'est aussi une manière de changer son rapport au temps dans nos sociétés où on a l'impression un petit peu de courir tout le temps? Oui, alors c'est vrai que avec Victor, on voulait vraiment couvrir le sujet sous tous ses angles. Nous ne sommes pas médecins et on a interviewé des philosophes et des sociologues. Qu'est-ce que les philosophes et les sociologues nous disent sur la marche? Ce qu'ils nous disent, comme David Le Breton, c'est qu'elle nous reconnecte au rythme naturel de nos pensées. Elle nous reconnecte à la contemplation. Elle nous reconnecte au temps long. On ne peut pas accélérer la marche, on peut essayer de se forcer à aller un peu plus vite, mais on est dans quelque chose de totalement différent du rythme technologique. Nos technologies, elles sont d'une rapidité mais complètement affolante. Et c'est allé tellement vite. Si on se rappelle
de la vitesse de nos ordinateurs il y a 20 ans, les vitesses de connexion, les vitesses de chargement des pages, mais aujourd'hui, on n'accepterait jamais ça. On n'accepte plus la lenteur. On a une obsession de rapidité. Est-ce que justement les moments de contemplation dont tu parlais, c'est aussi là qu'on peut avoir parfois les meilleures idées ou nous permettre d'être plus créatifs? Alors voilà, ça c'est le dernier effectivement grand renversement. On a nos meilleures idées en marchant. Il y a plein d'exemples assez fantastiques dans l'histoire de scientifiques, d'artistes, de créatifs qui avaient des rituels de marche pour générer des idées. Par exemple, Charles Darwin avait créé autour de sa maison, dans le Kent, si je ne dis pas de bêtises, en Angleterre, il avait créé ce qu'il appelait un chemin de pensée, un thinking path. Donc c'était un chemin délimité par des pierres. Et tous les jours, il prenait ce chemin pour aller penser, comme le nom l'indique. Et on peut encore visiter cette maison aujourd'hui, on peut faire le chemin, on a les témoignages aussi de son fils et de personnes qui étaient proches de lui et qui attestent que c'est en marchant qu'il a eu ses meilleures idées, les idées qui ont apporté le plus de contributions à la science. Kant était surnommé l'horloge de Königsberg, il vivait dans un village qui s'appelait Königsberg et il avait l'habitude de tous les jours, même horaire, aller marcher. Et puis on a maintenant donc des scientifiques qui sont penchés sur la question pourquoi est-ce que on a des meilleures idées en marchant. On a eu plusieurs fois des tests statistiques avec des groupes de gens immobiles assis, des groupes qui sont en train de marcher à l'extérieur. Et on se rend compte à chaque fois que quand on leur fait faire des tests de créativité, c'est le groupe à l'extérieur qui a beaucoup plus d'idées, beaucoup plus de créativité. Dans les mécanismes d'action, il y a ce qu'on a dit sur la santé mentale, le fait qu'on va générer des endorphines, de la sérotonine et qu'on va être dans un état de bonheur plus important qui est plus à même de nous faire mieux travailler. Il y a la pensée divergente qui est activée par la marche. La pensée convergente, c'est je cherche le plus vite une solution à un problème donné. La pensée divergente, c'est je cherche plein de solutions possibles à un problème donné. Eh bien, on se rend compte que l'environnement où on est en train de marcher favorise cette pensée divergente. C'est pas aussi binaire que ça. Tu apportes ton témoignage dans le livre et notamment le fait que la marche t'a aidé par rapport à ton TDAH. En quoi concrètement ça a été utile de marcher plus une fois que tu as été diagnostiqué? Alors moi j'ai un trouble de l'attention de type hyperactif. Il y a toujours les trois types. Tu peux avoir un type hyperactif, un type inattentif ou les deux. Moi j'ai une tendance à avoir beaucoup d'activités, beaucoup de projets. D'ailleurs, quand tu me demandes quelles sont mes activités professionnelles, toujours une liste un peu à rallonge, parce que j'ai un organisme de formation, je travaille pour un podcast, je suis éditeur de livres, j'écris ce livre sur la sédentarité. Et c'est sûr que si je m'enferme dans un bureau, je souffre. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un corps qui a besoin de s'exprimer, qui a besoin de bouger. Et donc le fait de maintenant avoir plusieurs heures par jour où je suis en mouvement avec différentes formes de mouvement, ça peut être la marche, ça peut être d'aller suivre un cours de danse, de pilates, de yoga, XY, ça peut être tout simplement de porter des choses. On en parle dans le livre, c'est très important, de ce concept de NEAT, Non-Exercise Activity Thermogenesis, c'est toutes les activités physiques qui ne sont pas du sport. Et ça c'est la base, c'est vraiment la base de la lutte contre la sédentarité, c'est les NEAT. C'est les séances de sport, c'est le bonus, c'est la deuxième brique de la pyramide. Pour terminer cette deuxième partie, quel serait le message que tu as envie que les gens retiennent de ton livre? Je dirais que le message principal, c'est qu'il n'y a rien de plus agréable, naturel, facile que de marcher. S'il y avait un message principal, c'est profondément ancré dans notre patrimoine génétique. C'est extrêmement récent qu'on ne marche pas. Ça date d'il y a 20, 30 ans. Alors évidemment, ça avait commencé avec la télévision qui nous a aussi fixés, mais ça s'est terriblement accéléré avec Internet et avec l'économie de l'attention, le fait que des algorithmes puissent aujourd'hui nous servir des flux ultra personnalisés et addictifs, parce que derrière toute cette économie de l'attention, il y a de l'utilisation malheureusement de concepts de psychologie comportementale pour nous rendre accros. Mais on est capable de se libérer de ça. On est capable de se libérer de ça parce que quand on recommence à marcher, on se rend compte d'à quel point c'est naturel, simple, fluide pour nous. On peut le faire partout, à tout âge, c'est gratuit et ça fait un bien absolument fou.
Dans cette dernière partie, je vais te proposer une mini-série de questions, un petit peu ton happy kit pour te sentir bien dans ton quotidien. Et puis l'idée, c'est de partager un petit peu tes ressources. Alors, est-ce que tu es prêt ? Allez, allons-y. Est-ce que tu peux me donner un livre qui t'a été utile ou en tout cas qui t'a fait du bien à un moment dans ta vie ? J'ai adoré lire le livre du psychiatre Éric Griez, La marche-thérapie. Détailler extrêmement bien ce dont on parlait tout à l'heure, les liens entre marche et santé mentale. Un podcast ? Podcast Métamorphose, évidemment. Forcément, on passe le bonjour à Anne Guéquier en passant. Est-ce qu'il y a une activité, un loisir auquel tu ne renoncerais pour rien au monde ? Ah, les randonnées. Les randonnées sur plusieurs jours, il y a quelque chose d'absolument fantastique de voir les paysages qui défilent les uns après les autres, d'être loin de la civilisation. La dernière en date, c'était le Mont Tabor, qui est un endroit absolument incroyable, pas très loin du massif des Écrins. Je recommande vivement. Est-ce qu'il y a une rencontre qui t'a marqué ou en tout cas qui t'a été particulièrement bénéfique pendant ta carrière ? Il y en a eu plusieurs. On a mentionné Anne Guéquier de Métamorphose, qui est évidemment une rencontre super importante, puisque sans elle, je n'aurais pas pu écrire ce livre. Ce livre, c'est vraiment le fruit de toutes les rencontres que j'ai faites en étant au micro de Métamorphose. Et mon associé Anaïs, avec qui je copilote aujourd'hui Live Mentor. Est-ce que tu as un rituel quand tu sens que tu t'épuises ? Je vais marcher. Je vais marcher, je bouge le corps. Mais ça peut être aussi de pratiquer les arts du cirque, ça peut être de faire du yoga, mais c'est sûr et certain que si je suis fatigué, je dois faire quelque chose avec mon corps. Mais ce n'est pas forcément quelque chose de violent. Ça peut être simplement des étirements. C'est tout bête, mais ça fait un bien fou. Et un dernier conseil dans le futur, quel serait vraiment le conseil pour mieux travailler demain ? Proposer aux personnes avec qui on travaille d'inclure du mouvement, d'une manière ou d'une autre. Ça peut être de faire des réunions en marchant, ça peut être de s'étirer au travail, ça peut être de faire du yoga au travail, mais d'en faire un sujet collectif. Et ça, c'est un point qu'on voulait vraiment mettre en avant dans la chaise tue. Dans la cinquantaine de solutions qu'on propose dans le livre pour remettre du mouvement, il y en a beaucoup qui sont collectives. Parce qu'on est tellement dans un environnement qui nous sédentarise que tout seul, c'est David contre Goliath. On n'y arrivera pas. Moi, ce que je dis toujours, c'est prenez votre téléphone et dites-vous que ce n'est pas un téléphone en face. C'est centaines de milliers d'ingénieurs, et je n'exagère pas, c'est littéralement des centaines de milliers d'ingénieurs qui travaillent chez Google, chez Facebook, chez Amazon, chez X, Y, Z, et qui sont très bien payés, avec un seul objectif, que vous, en face, vous y passiez le maximum de temps. Donc vous êtes face à une petite armée quand même. Pour réagir, il faut trouver des alliés, et ces alliés, ça peut être la famille, ça peut être des amis, ça peut être des collègues, enfin toute forme de collectif pour enclencher du mouvement, de la marche, de l'activité physique. Merci beaucoup Alexandre. Merci. Et merci à vous d'avoir regardé cette première émission de My Happy Talk. Je vous donne rendez-vous dans un mois pour la suite de l'aventure. Ce sera toujours dédié au bien-être au travail. Et en attendant, vous l'aurez compris, essayez de prendre soin de vous et surtout de marcher un peu plus.